tous, donc Cédric Dupré. Je vous propose donc ce module, comment mettre en place un système de maintenance prédictive et surtout comment on va intégrer l'intelligence artificielle pour faire un duo virtueux avec les services techniques et notamment donc l'humain. Donc je me présente, avant tout je suis un homme expériencé, je n'aime pas dire expert comme ça je peux encore me tromper. Je suis expériencé en maintenance industrielle, j'ai dirigé pendant 25 ans une société de maintenance, on va considérer de maintenance préventive, sur machines tournantes et en équipement industriel. Et au cours de ces activités, j'ai pu prendre conscience de l'impact de nos activités. Alors que ce soit sur le RSE, qui est un mot aujourd'hui très à la mode, mais aussi effectivement comment le facteur de la panne va pouvoir impacter l'humain au niveau du stress que ça va pouvoir générer, mais aussi le stress économique bien entendu. Comment j'ai basculé effectivement de la maintenance dite classique vers la maintenance connectée. Eh bien, j'ai essayé moi-même ces systèmes au travers d'une équipe d'ingénieurs fiabilistes et je me suis aperçu en fait comment on arrivait à obtenir des résultats assez intéressants, pour ne pas dire fabuleux, en termes de rapidité et d'efficacité en conjuguant technologie et compétences de nos ingés. Ok, je pense que tu peux tourner. Donc oui, quand même, Digital Predict Innovation, on a l'ambition de devenir le leader de la maintenance connectée. Donc je vous propose d'abord sur cette petite présentation de reprendre ensemble les défis industriels, les défis que la maintenance, y compris maintenance connectée, doit répondre. Ensuite, on ira sur un quesaco de la maintenance prédictive connectée, pour ensuite enchaîner sur le duo virtuo dont je vous parlais précédemment. Et puis bien entendu, je vous laisserai un temps libre si vous avez des questions, et je l'espère. Alors les défis industriels d'aujourd'hui dans leur globalité sont la nécessité effectivement de produire plus, ou au moins tout autant, avec la contrainte qui est moins de ressources. Donc à mon niveau aujourd'hui, je vais simplement parler de la ressource technique. Beaucoup de nos clients, et je faisais moi-même le constat de la difficulté du recrutement des profils techniques, je faisais le constat de la difficulté de la formation et de conserver, bien entendu, mes ingénieurs. On peut rajouter effectivement la difficulté supplémentaire du moins de temps, puisque je n'invente rien lorsque j'affirme que le taux de disponibilité de la machine a un impact immédiat sur la compétitivité de l'entreprise. Et puis, une variable également qui vient encore simplifier cette équation, qui est le budget qui doit être maîtrisé, parfois même qui doit être revu à la baisse à l'économie. Donc une fois qu'on a parlé de ces défis-là, on peut les mettre en opposition avec les mutations ou les comparer avec les mutations de l'industrie. Donc notamment, je l'ai évoqué tout à l'heure, le RSE, l'impact environnemental aujourd'hui pour tout industriel est totalement intégré et fait partie des préoccupations journalières. On n'a plus le droit que les activités impactent l'écosystème. Mais également, depuis bien nombreuses années, fort heureusement, mais on est toujours dans cette continuité d'essayer de le zéro accident. En discutant avec mes clients, j'ai cru bon rajouter également la notion de la perte des connaissances techniques. Et là, pour le coup, aussi parce que la maintenance est un métier qui s'acquiert d'année en année, tout du moins la compétence s'acquiert d'année en année. Alors j'aimerais, moi, être un débutant. Mais on s'aperçoit que lorsque les gens quittent leur poste, on n'aura pas toujours donné l'occasion de transmettre, ou ils n'ont pas forcément toujours jugé utile ou mesuré l'importance de la transmission de leur savoir. Et ça a un vrai impact dans l'appauvrissement des services maintenance. On a également un autre phénomène qui est l'attractivité des jeunes générations vers nos métiers de la maintenance industrielle qu'il faut prendre en compte.
Et puis, bien entendu, le coût des matières premières et l'augmentation du coût de l'énergie. Alors, bien entendu, la liste n'est pas complètement fermée. Je vous ai dressé les principales motivations. Alors, si on prend le Quesaco de la maintenance, donc tout le monde connaît la maintenance curative. Alors, j'espère qu'on la connaît de moins en moins. Qui dit maintenance curative dit réparation en urgente, qui génère forcément du stress humain, qui génère forcément du stress économique, et puis qui fait prendre beaucoup de risques aussi à l'usine par rapport à l'environnement, puisque c'est mal maîtrisé. Sans compter forcément l'exposition aux arrêts de production, et pour le coup, des coûts importants de remise en état de la ligne, de l'outil ou de l'équipement. Donc un peu amer de ce constat, tout le monde, où tous les industriels sont allés vers la maintenance préventive. On a appris pendant des années à écrire des gammes de maintenance, ce qui a favorisé forcément la maintenance planifiée et qui a pour désavantage, effectivement, c'est d'augmenter la récurrence des arrêts planifiés, avec bien entendu toujours la notion de ressources disponibles pour le faire. Des heures, parce que j'étais en train d'expliquer, des heures investies fortes, un stock de pièces de rechange qui doit être également en conséquence de nombreuses actions de maintenance que nous allons devoir opérer. Et puis, toujours, cette dégradation de l'impact RSE, puisque lorsqu'on opère une vidange parce qu'un constructeur a dit que c'était X heures, bien entendu, derrière, il faut recycler l'huile. Donc, ce n'est pas neutre. Donc, une maintenance coûteuse, qui reste coûteuse, mais qui peut pas non plus, qui ne peut pas être accompagné de défaillance au redémarrage. Je pense que vous avez tous connu ça, rien que le fait de toucher parfois aux choses, des choses qui fonctionnaient bien. Alors c'est pas à 100%, mais il arrive assez régulièrement, effectivement, que ça génère des problèmes de redémarrage. Et c'est là qu'intervient effectivement la maintenance prédictive. Donc moi j'aime bien dire prédictive, les puristes diront maintenance conditionnelle. On n'est pas là pour faire un débat philosophique, même s'il peut être intéressant, mais je pense que ce mot prédictive a encore beaucoup d'avenir. Voilà. Pour moi, la maintenance prédictive, je la qualifierais de maintenance just in time. Le but du jeu étant de faire les opérations de maintenance au bon moment, au bon moment et sans prendre de risque, donc avec un risque contrôlé et maîtrisé. Donc, il va falloir mettre sous contrôle un certain nombre d'équipements. On va parler tout à l'heure de data. Et puis, pour le coup, une fois qu'on va avoir mis ces équipements sous contrôle, bien entendu, on va pouvoir avoir des interventions qui vont être justifiées en fonction de l'état des machines. Alors, pour rire, je me suis amusé à mettre à côté le rêve de tout industriel pour montrer en fait que tout doucement, effectivement, on est dans une évolution de la maintenance lorsqu'on parle de maintenance prédictive. Si on parle du rêve, et j'insiste bien sur la notion de rêve de l'industriel, c'est effectivement un taux de disponibilité de 100% de la ligne de production, c'est du zéro accident, c'est un impact environnemental positif. Et puis, c'est également des compétences libérées et valorisées pour garder ses collaborateurs. Bien, donc on va passer sur le chapitre de la maintenance prédictive connectée. J'aurais aimé effectivement qu'on la mette étape par étape, mais c'est pas très grave. Donc, numéro 1, pour bien réussir à construire un programme de maintenance prédictive connectée, et déjà la notion la plus importante va être de prioriser et sélectionner les équipements sur lesquels on va pouvoir démarrer cette expérience, puisqu'il est très rare qu'un client nous passe aux commandes pour équiper l'ensemble de l'usine. On démarre toujours par les moutons à 5 pattes, les épines dans le pied, les talons d'Achille. Une fois qu'on a les équipements, bien entendu, on va réfléchir aux paramètres techniques, et ça vous les connaissez parfaitement mieux que nous, et on peut
effectivement aussi intervenir en termes de conseil, eh bien on va choisir des capteurs. On va choisir des capteurs connectés qui seront adaptés forcément aux paramètres que l'on voudra maîtriser. Une fois que l'on aura généré, que nous aurons monté des capteurs connectés, bien entendu, on va avoir de la data disponible. Et là, on va se poser la question de quelle passerelle de communication. Alors, et là, vous avez un choix qui s'offre à vous. Soit effectivement, vous considérez que vous y allez par étapes, donc on considère qu'on va continuer à tourner sur les équipements au travers de rondiers, au travers d'agents de maintenance qui ont l'habitude effectivement de faire un certain nombre d'actions sur les machines et qui, au travers de leur passage, vont être cette passerelle de communication au travers de smartphones, au travers de tablettes. Vous pouvez combiner ou vous pouvez ensuite simplement utiliser ce qu'on appelle un gateway. Et là, le gateway, lui, pourra, au travers d'un protocole de communication, établir un relevé de data de façon continue avec les objets connectés que vous aurez installés sur les machines. Ensuite, l'étape qui va être importante, bien entendu, comme dans tout système, ça va être d'apprendre à maîtriser l'interface. Bien entendu que si nous avons de la data qui est remontée, qu'elle est analysée par un système aussi intelligent qu'il puisse être, si on n'apprend pas à maîtriser le système, globalement, il ne servira à rien. Et c'est là qu'intervient le bénéfice du binôme intelligence artificielle homme. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle va vous permettre d'analyser un grand nombre de data et va pouvoir déjà affranchir les équipes de fiabilistes de tout ce qui fonctionne bien. Ça veut dire que l'idée va être de dégager du temps à ces hommes pour travailler sur les routes causes, plutôt que valider des spectres, des courbes ou des données pour en arriver au constat de dire que tout va bien. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui est tout à fait en mesure de pouvoir donner ce type d'informations. Ça, c'est la première action et premier bénéfice de l'intelligence artificielle. Ensuite, non pas que nous sommes lents, mais l'intelligence artificielle va pouvoir ingurgiter un nombre considérable de data et à partir de là, va vous permettre de mettre un plus grand nombre de machines sous contrôle sans avoir forcément à recruter ces fameux hommes qui nous font défaut, ou tout du moins en utilisant déjà ce qu'on a, parce qu'on a du mal à grossir ces équipes. Et pour le coup, l'ingénieur va se concentrer, comme je le disais, à analyser les routes causes et pouvoir non seulement non plus travailler sur « je détecte la panne au bon moment », mais j'essaie de comprendre pourquoi la panne intervient. Ce qui va avoir pour impact direct dans l'étape 5, eh bien, d'optimiser les plans de maintenance. Ça veut dire que dans la maintenance préventive, on a mis effectivement des gammes en place, des gammes de maintenance préventive. Aujourd'hui, nos clients, au travers de l'expérience qu'ils font et de la mise sous contrôle des machines, ont la possibilité d'étendre pour certaines machines les plans de maintenance. Alors parfois, c'est assez stupéfiant le gain de temps entre deux visites de maintenance préventive, puisque pour le coup, on va continuer à réviser la machine, mais on va le faire de façon beaucoup moins souvent. Une fois que les plans d'action sont optimisés, eh bien, il est essentiel d'évaluer les gains. Pourquoi? Parce que je vous disais qu'on démarrait toujours par un petit lot d'équipements et que si on n'est pas capable de valoriser de façon très pragmatique les gains, alors les gains vont être multiples, hein, bien entendu, ils peuvent être réduction des coûts de maintenance. Alors, j'ai plein de stats en tête parce que j'ai plein de clients dans différents secteurs d'activité, mais je me garderai bien aujourd'hui, à ce stade de la présentation, de vouloir mettre de la poudre aux yeux. Ce qui va pouvoir être évalué également, bien entendu, et de façon assez factuelle, c'est le taux de panne,
C'est comment les équipes digèrent et comment les équipes deviennent plus efficientes. Voilà, donc ça va être important de pouvoir mesurer les choses. Donc on en arrive au slide pourquoi on intègre de l'IA, même si je vous ai donné quelques clés. Eh bien, un système et un outil pertinent piloté par intelligence artificielle va pouvoir surveiller un grand nombre d'équipements 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors ça peut aussi avoir un impact notamment sur comment on gère des astreintes, etc. Donc on offre du confort. Une fois que la surveillance est établie, eh bien, on va avoir aussi le gain du nombre de machines, comme je le disais tout à l'heure, qui vont pouvoir être surveillées. Bien entendu, plus on surveille de machines, plus on va considérer que l'on fiabilise. L'intelligence artificielle va nous permettre d'avoir des diagnostics instantanés et de fiabilité constante. Qu'est-ce que j'entends dans fiabilité constante ? Juste pour la petite histoire, j'ai envoyé pendant 20 ans des ingénieurs faire des mesures de fiabilité, donc de l'analyse vibratoire, de l'ultrason, de la thermographie et de l'endoscopie mécanique, etc., etc., etc. Et en fait, j'étais toujours face à un quiz, c'est-à-dire qu'en fonction de l'homme que j'envoyais, non pas qu'ils étaient plus ou moins compétents, mais ils avaient des sensibilités différentes, des émotions différentes. Et rien que de ce fait, et c'est ce qui fait d'ailleurs que nous sommes des hommes, hein, c'est une vraie qualité, mais de ce fait, parfois, sur le même symptôme de défaillance, il fallait prendre des décisions. Voilà. J'ai en tête effectivement dans des lignes de production où le directeur de site devait livrer ses clients. On avait bien la notion d'un défaut existant très avancé. Et lui, sa préoccupation, c'était de dire jusqu'à quand je livre puisque j'ai 15 semaines de délai sur mes pièces détachées. Voilà. Si là j'envoyais un de mes gars, il n'y en a pas un qui me faisait la même réponse. L'avantage d'un système piloté par intelligence artificielle, c'est que non seulement il va pouvoir fonctionner avec l'aspect normatif des choses, mais il apprend de façon régulière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il existe des systèmes qui contrôlent des milliers et des milliers de machines et qui sont d'une fiabilité incroyable, non seulement dans le diagnostic, mais également dans l'action de maintenance qui suit ce diagnostic. Donc, on va pouvoir avoir des alarmes en temps réel, donc gestion de SMS, gestion d'email. Bien entendu, une efficacité immédiate. L'IA, aujourd'hui, vous avez des systèmes aboutis qui ne sont pas des systèmes qui vont devoir être apprenants sur vos sites. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir les optimiser, mais dès la mise en service du système, vous allez obtenir des résultats très pragmatiques et très concluants en termes de fiabilité. L'IA va également permettre à vos ingénieurs ou à votre encadrement va être une vraie aide également à la décision, puisqu'il va se positionner clairement sur la nature du défaut et il va se positionner clairement sur la statistique de temps globalement avant la casse. Et puis, donc, l'idée vraiment aussi très importante de l'utilisation de l'intelligence artificielle va être de libérer du temps à vos experts, non plus pour jouer les pompiers, mais pour pouvoir travailler sur quelles sont les causes du départ de feu. Donc tout ça, merci Marine, tout ça pour dire que utiliser de l'intelligence artificielle dans un programme de maintenance prédictive connecté vise à améliorer la performance de votre maintenance et plus particulièrement de votre production. Alors, les risques, bien entendu, l'idée c'est pas de vous tracer que le tableau de ce qui fonctionne bien. Il y a des risques, mais qui sont aujourd'hui des risques maîtrisés, contrôlés. Il s'agit effectivement aussi d'y apporter des réponses pragmatiques et des réponses professionnelles. Le premier risque d'échec de mettre en place un programme de maintenance prédictive connecté, c'est le non-management de la culture du changement.
C'est un point très important à partir du moment où on va introduire des nouvelles technologies. Pourquoi? Parce qu'effectivement, différentes typologies d'hommes et de femmes au sein de nos équipes et l'apport de nouvelles technologies peut continuer à animer certains d'entre nous. On peut avoir également des doutes sur la fiabilité, c'est nouveau. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça, donc ok, j'y crois moyennement. Et puis, tout ça va engendrer un phénomène de déresponsabilisation. Le deuxième risque peut être d'avoir un retour sur investissement insuffisant. Vous allez investir de l'argent. Et l'idée, effectivement, pour pouvoir continuer une aventure comme celle-ci et la valoriser, c'est de pouvoir mesurer le gain. Donc, le risque, c'est d'avoir une data qui va être éparpillée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de maintenance prédictive connectée, c'est effectivement un domaine très à la mode où vous allez avoir tous les fabricants, tous les prestataires de services qui vont vous vendre leurs applications. Sauf que si on se met dans le monde de la réalité, à un moment donné, trop d'applications va diluer forcément la data et à partir de là, va être mal exploitée. J'ai l'habitude de dire un peu pour rire, bad data's in, bad data's out. Le troisième risque peut être lié effectivement à un phénomène également très en vogue et une préoccupation qui nous préoccupe tous, qui est celui de la cybersécurité. Donc, avec le risque effectivement de l'intrusion du réseau utilisateur, donc qui peut induire une notion de piratage de vos données que vous considérez sensibles, et une utilisation de ces données par un tierce. Alors, bien entendu, les risques que j'ai mis des petits pointillés, il y a des risques effectivement d'autres. Rien n'est simple à 100%, mais je pense vous avoir donné les risques majeurs. À côté de ça, je vous le disais, à ce jour, avec les outils de maintenance prédictive connectés à 360 degrés, ces risques sont maîtrisés. Pourquoi? Eh bien, en fait, face à la culture de non-management du changement, eh bien, il va falloir que vous fassiez un choix, non seulement un choix de solution, de votre solution digitale. Donc, je pense que le piège serait de vous laisser enfermer dans une solution monotechnologie. Quand j'appelle monotechnologie, c'est monosensor, hein, monocapteur. Je pense que l'avenir de la maintenance prédictive, et le présent d'ailleurs, puisque tous les jours, avec mes collaborateurs, nous œuvrons dans ce sens, nous montons des systèmes de maintenance prédictive qui font appel à plusieurs technologies de capteurs. Et là, pour le coup, on adapte réellement, face à vos besoins de fiabilité, une réponse pragmatique avec un outil qui correspond. Mais il va falloir, bien entendu, également vous entourer d'un prestataire de service qui a la capacité non seulement de vous accompagner sur le démarrage, de rendre vos collaborateurs autonomes et qui va vous suivre dans ce parcours. Parce qu'en fait, ce n'est pas un parcours où effectivement on met en place des capteurs et ça y est, tout fonctionne. Ce n'est pas du one-shot. C'est effectivement une action de maintenance prédictive qui va se déployer progressivement, qui va monter en grade. Et ce qui va être hyper intéressant, c'est l'échange qui va s'instaurer, l'échange technique, le challenge technique entre la société intervenante et vos experts. Et c'est à ce titre-là qu'on va aller chercher la bonne data. Vous connaissez vos machines, les sociétés expertes dans leurs outils savent comment collecter des données qui correspondent à vos problématiques. Pour le retour sur investissement, eh bien, il va falloir cibler, dans un premier temps, moi je vous conseillerais, c'est de cibler vos talons d'Achille. Démarrons sur ce qui est compliqué. Démarrons sur vos épines dans le pied. On peut les appeler aussi les moutons à 5 pattes. Globalement, si on arrive effectivement à répondre à ce défi, ça marchera partout. Et comme je vous le disais, on pourra le faire en choisissant des systèmes qui seront compatibles et multicapteurs. Pour le chapitre de la cybersécurité,
Règle numéro 1, dans les structures, déjà, c'est d'impliquer le service informatique. Il maîtrise mieux que quiconque effectivement ce risque, et en travaillant avec votre prestataire service, il s'assurera effectivement que la solution que vous allez implémenter n'est pas un panier de crabes. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de favoriser les capteurs simple flux. Ça veut dire que le capteur va émettre de la data, mais la réciprocité ne pourra pas se faire. À partir de là, on ne pourra pas effectivement avoir une intrusion sur le capteur et vous ne pourrez pas dérégler vos machines. Et puis, bien entendu, assurez-vous de l'homologation, et là le service informatique sera d'une grande aide, de l'homologation des systèmes et puis du niveau de certification. Aujourd'hui, les systèmes sérieux, bien entendu, comme beaucoup de choses, sont certifiés. Donc, c'est-à-dire passent des pen tests, font des tests de cyberattaque, etc., etc. Alors, j'aime bien parfois donner un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je travaille avec un client qui s'appelle Givaudan, qui est une usine de fabrication de parfums et d'arômes. Hein. C'est une société qui est dans l'Est. Ils ont démarré, l'entreprise Givaudan, l'usine Givaudan compte à peu près 200 machines qui sont pour l'essentiel des motopompes et des mélangeurs. Ils font 2 arrêts techniques par an pour pour mettre en place leur maintenance préventive. Ce qui engendre un coût annuel d'environ 250 KE. Ils ont investi sur l'année 1 25 € dans de la maintenance prédictive connectée, entre guillemets, dans la première année, je les ai suivis, donc je les connais bien, version nomade. D'accord, ce qui leur permettait effectivement de visiter un grand nombre de machines, non pas de façon permanente, mais de façon périodique. Ce qui leur a permis, en fait, de faire sur cet investissement, il y avait 20 KE de matériel et 5 KE de licence. Alors, la licence, certains comprennent le bon sens d'avoir une licence, d'autres peuvent réagir sur la licence. Ma sensibilité personnelle, c'est que la licence est pour nous une charte d'obligation de résultat. Nous avons aujourd'hui 3000 sites industriels utilisateurs de notre système géré par IA. Je ne connais pas un seul de mes clients, excusez-moi l'expression, qui soit suffisamment frappadingue pour me renouveler tous les ans à peu près 5000 € de licence s'il n'a pas un multiple de retour sur investissement. Le gain de la société Givaudan sur la première année a été de 70 KE. Et quand je vous dis sur la première année, si j'étais puriste, je dirais au bout de quelques mois, parce qu'ils ont fait énormément d'économies dès les premiers mois. Ce qui veut dire que concrètement, 28% d'économies sur les budgets maintenance la première année. Bien entendu, sur la deuxième année, on est parti sur du capteur fixe qu'ils déploient maintenant de façon assez régulière et mise sous contrôle avec des gateways. Voilà, alors je crois que j'ai à peu près respecté le timing. Je vous accorde effectivement maintenant les questions-réponses. Merci infiniment. On a effectivement un petit peu de temps, vu qu'on n'a pas de conférence derrière qui suit. Un peu de temps pour les questions, si vous en avez, bien entendu. Oui. Bonjour, merci déjà. Côté IA, il y a des technos qui sortent du lot, justement, par rapport à celles que vous n'avez pas citées, mais il y en a qui sortent plus que d'autres. Alors, je suis désolé. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul micro. Alors, pour rester dans le pragmatisme et ne pas rentrer dans la technologie du puriste, je pense avoir passé ce message de dire qu'il va falloir choisir un système géré par IA qui soit le plus large possible, qui est capable non seulement d'apprendre, mais en plus qui est capable effectivement, au fur et à mesure, d'intégrer de nouveaux paramètres techniques.
Une réponse très claire. D'autres questions? Oui. Comment ça marche pour faire apprendre à l'IA? L'apprentissage de la technologie. Alors, comment ça marche? Eh bien, en fait, je ne suis pas la personne à qui il faudrait poser cette question, puisque je ne suis pas moi-même programmeur ou data scientist. Comment ça marche? Eh bien, aujourd'hui, ça marche déjà sur l'apprentissage. Donc, il faut déjà lui implémenter un certain nombre de choses. Donc, notamment, là, pour le coup, c'était la norme vibratoire, des normes thermographiques, etc. etc. Et ensuite, effectivement, il va falloir lui ingurgiter des mesures déjà faites sur le terrain. Donc, un système qui partirait de rien, effectivement, va mettre un certain temps à être efficient. Donc, dans votre choix de système, assurez-vous, j'ai rien contre les startups, on en a vraiment besoin dans notre économie. Mais assurez-vous que le système soit déjà suffisamment en place et en route avec un certain nombre de machines pour pouvoir donner des diagnostics qui tiennent la route, quoi.